Amis du soir, bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire du voyage de Gulliver. Mon père, dont le bien était médiocre, avait 5 fils. J'étais le troisième. Il m'envoya au collège d'Emmanuel, à Cambridge, à l'âge de 14 ans. J'y demeurai 3 années que j'employais utilement. Mais la dépense de mon entretien au collège étant trop grande, on me mit en apprentissage sous Monsieur Jacques Bates, fameux chirurgien à Londres, chez qui je demeurai 4 ans. Bientôt après mon retour, j'eus à la recommandation de mon beau maître l'emploi de chirurgien sur l'Hirondelle, où je restai 3 ans et demi, sous le capitaine Abraham Pannell. Je fis, pendant ce temps-là, des voyages du Levant. À mon retour, je résolus de m'établir à Londres. Monsieur Bates m'encouragea à prendre ce parti et me recommanda à ses malades. Et bientôt, après, j'épousai mademoiselle Mary Burton, seconde fille de monsieur Edward Burton. Après avoir attendu 3 années et espéré en vain que mes affaires s'amélioreraient, j'acceptai un parti avantageux qui me fut proposé par le capitaine Pritchard, prêt à monter l'Antelope et à partir pour la mer du Sud. Il est inutile d'ennuyer le lecteur par le détail de nos aventures en ces mers. C'est assez de lui faire savoir que dans notre passage aux Indes orientales, nous essuyâmes une tempête. Le temps était noir, les matelots aperçurent un roc qui n'était éloigné du vaisseau que de la longueur d'un câble. Mais le vent était si fort que nous fûmes poussés directement contre l'écueil et que nous échouâmes immédiatement. 6 de l'équipage, dont je faisais partie, s'étant jetés à propos dans la chaloupe et trouvèrent le moyen de s'éloigner du vaisseau et du roc. Mais bientôt, nous fûmes renversés par un coup de vent du nord. Je ne sais quel fut le sort de mes camarades de la chaloupe, mais je crois qu'ils périrent tous. Pour moi, je nageais à l'aventure et fus poussé vers la terre par le vent et la marée. Enfin, mon pied toucha le sable dans l'eau et je rejoignis la plage. Je fis ensuite environ un quart de lieue sans découvrir aucune maison ni aucun habitant. La fatigue et la chaleur m'incitèrent à dormir et je me couchai sur l'herbe, qui était très fine. Je m'ensevelis dans un sommeil profond qui dura 9 heures. Au bout de ce temps-là, m'étant éveillé, j'essayai de me lever, mais ce fut en vain. Je m'étais couché sur le dos. Je trouvais mes bras et mes jambes attachés à la terre, de l'un et de l'autre côté, et mes cheveux attachés de la même manière. Je ne pouvais que regarder en haut. J'entendis un bruit confus autour de moi, mais dans la posture où j'étais, je ne pouvais rien voir que le soleil. Bientôt, je sentis remuer quelque chose sur ma jambe gauche, et en avançant doucement sur ma poitrine, monter presque jusqu'à mon menton. Quel fut mon étonnement
lorsque j'aperçus une petite figure de créature humaine, haute tout au plus de 6 pouces, un arc et une flèche à la main. J'en vis en même temps au moins 40 autres de la même espèce. Je me mis soudain à jeter des cris si horribles que tous ces petits animaux se retirèrent transis de peur. Néanmoins, ils revinrent bientôt, et un d'eux eut la hardiesse de s'avancer si près qu'il fut en état de voir entièrement mon visage. Enfin, faisant des efforts pour me libérer, j'eus le bonheur de rompre les cordons ou fils et d'arracher les chevilles. En même temps, par une secousse violente qui me causa une douleur extrême, je lâchai un peu les cordons qui attachaient mes cheveux du côté droit, en sorte que je me trouvais en état de procurer à ma tête un petit mouvement libre. Alors les insectes humains se mirent en fuite et poussèrent des cris très aigus. Quand ces gens eurent remarqué que j'étais tranquille, j'entendis un bruit pendant plus d'1 heure, comme des gens qui travaillaient. Enfin, tournant un peu ma tête de ce côté-là, je vis un échafaud élevé de terre d'1,5 pied et une échelle pour y monter, d'où un d'entre eux, qui me semblait être une personne de condition, me fit une harangue assez longue. Je fis la réponse en peu de mots, c'est-à-dire par un petit nombre de signes. Mais je levai la main gauche et les 2 yeux au soleil, comme pour le prendre à témoin que je mourais de faim. L'Urgo, c'est ainsi que parmi eux on appelle un grand seigneur, m'entendit fort bien. Il descendit de l'échafaud et ordonna que plusieurs échelles fussent appliquées à mes côtés, sur lesquelles montèrent bientôt plus de 100 hommes qui se mirent en marche vers ma bouche, chargés de paniers pleins de viande. Il y avait des épaules et des éclenches qui semblaient être du mouton, et fort bien cuisinées, mais plus petites que les ailes d'une alouette. J'en avalai 2 ou 3 d'une bouchée avec 6 pains. Après avoir mangé, je me rendormis. Tandis que je dormais, l'empereur de Lilliput, c'était le nom de ce pays, ordonna de me faire conduire vers lui. On fit donc travailler à la hâte 5000 carpentiers et ingénieurs pour construire une voiture. C'était un chariot élevé de 3 pouces, ayant 7 pieds de longueur et 4 de largeur, avec 22 roues. Quand il fut achevé, on le conduisit au lieu où j'étais. Mais la principale difficulté fut de m'élever et de me mettre sur cette voiture. Dans cette vue, 80 perches, chacune de 2 pieds de hauteur, furent employées, et des cordes très fortes, de la grosseur d'une ficelle, furent attachées par le moyen de plusieurs crochets, au bandage que les ouvriers avaient ceint autour de mon cou, de mes mains, de mes jambes et de tout mon corps. 900 hommes des plus robustes furent employés à élever ces cordes par le moyen d'un grand nombre de poulies attachées aux perches. Et de cette façon, en moins de 3 heures de temps, je fus élevé,
placé et attaché dans la machine. Pendant cette manœuvre, je dormais très profondément. 1500 chevaux, chacun d'environ 4 pouces et demi de haut, furent attelés au chariot et me traînèrent vers la capitale, éloignée d'un quart du lieu. Nous fîmes une grande marche le reste de ce jour-là. Le lendemain, au lever du soleil, nous continuâmes notre voyage et nous arrivâmes à 100 toises des portes de la ville, sur le midi. L'empereur et toute sa cour sortirent pour nous voir. À l'endroit où la voiture s'arrêta, il y avait un temple ancien, estimé le plus grand de tout le royaume. Il fut résolu que je serais logé dans ce vaste édifice. De chaque côté de la porte, il y avait une petite fenêtre élevée de 6 pouces. À celle qui était du côté gauche, les serruriers de l'empereur attachèrent 91 chaînes, semblables à celles qui sont attachées à la montre d'une dame d'Europe. Elles furent par l'autre bout attachées à ma jambe gauche. En face de ce temple, il y avait une tour d'au moins 5 pieds de haut. C'est là que l'empereur devait monter avec plusieurs des principaux seigneurs de sa cour, pour avoir la commodité de me regarder à son aise. On ne peut imaginer le bruit et l'étonnement du peuple quand il me vit debout et me promener. L'empereur, à cheval, s'avança un jour vers moi, ce qui aurait pu lui coûter cher. À ma vue, son cheval étonné se cabra, mais ce prince, qui est un cavalier excellent, se tint ferme sur ses étriers. Sa Majesté, après avoir mis pied à terre, me considéra de tous côtés avec une grande admiration. L'impératrice, les princes et les princesses du sang s'assirent à quelque distance dans des fauteuils. Au bout de 2 heures, la cour se retira et on me laissa une forte garde pour empêcher l'impertinence de la populace. Quelques-uns d'entre eux eurent l'effronterie et la témérité de me tirer des flèches, dont une faillit me crever l'œil gauche. Mais le colonel fit arrêter 6 des principaux délinquants et jugea que la meilleure peine à leur faute était de me les livrer, liés et garrottés. Je les pris donc dans ma main droite et en mis 5 dans la poche de mon justaucorps. Et à l'égard du 6e, je feignis de vouloir le manger tout vivant. Le pauvre petit bonhomme poussait des hurlements horribles et le colonel avec ses officiers était fort en peine, surtout quand ils me virent tirer mon canif. Mais je fus bientôt cesser leur frayeur, car avec un air doux et humain, coupant promptement les cordes dont il était ragoté, je le mis doucement à terre et il prit la fuite. Je traitai les autres de la même façon, les tirant successivement l'un après l'autre de ma poche. Je remarquai avec plaisir que les soldats et le peuple avaient été très touchés de cette action d'humanité. Les premiers mots que j'appris dans la langue de Lilliput furent pour savoir à l'empereur l'envie que j'avais qu'il voulût bien me rendre la liberté. Sa réponse fut qu'il fallait attendre encore un peu. L'empereur, ayant un jour donné ordre à une partie de son armée de se tenir prête,
voulut se réjouir d'une façon très singulière. Il m'ordonna de me tenir debout, les 2 pieds aussi éloignés l'un de l'autre que je les pourrais étendre commodément. Ensuite, il commanda à son général de ranger les troupes en ordre de bataille et de les faire passer entre mes 2 jambes. L'infanterie par 24 de front et la cavalerie par 16, tambour battant, enseignes déployées. Ce corps était composé de 3000 hommes d'infanterie et de 1000 de cavalerie. J'avais présenté ou envoyé tant de mémoires et de requêtes pour ma liberté que Sa Majesté à la fin proposa l'affaire, premièrement au Conseil des dépêches et puis au Conseil d'État, et l'acte suivant fut rédigé. Sa très haute Majesté propose à l'homme montagne les articles suivants, lesquels, pour préliminaire, il sera obligé de ratifier par un serment solennel. 1. L'homme montagne ne sortira pas de nos vastes états sans notre permission scellée du grand sceau. 2. Il ne prendra point la liberté d'entrer dans notre capitale sans notre ordre exprès, afin que les habitants soient avertis 2 heures auparavant de se tenir enfermés chez eux. 3. Le dit homme, montagne, bornera ses promenades à nos principaux grands chemins et se gardera de se promener ou de se coucher dans un pré ou pièce de blé. 4. Il sera notre allié contre nos ennemis de l'île de Bleufuchu et fera tout son possible pour faire périr la flotte qu'ils arment actuellement pour débarquer sur nos terres. 5. Après avoir fait le serment d'observer les articles ci-dessus dénoncés, le dit homme montagne aura une provision journalière de viande et de boissons suffisantes à la nourriture de 1860 de nos sujets, avec un accès libre auprès de nos personnes impériales et autres marques de notre faveur. Je prêtais le serment et signais tous ces articles avec une grande joie. L'empire de Bleufuchu est une île située au nord de Lilliput, dont elle n'est séparée que par un canal qui a 400 toises de large. Je ne l'avais pas encore vue, et sur l'avis d'une descente projetée, je me gardais bien de paraître de ce côté-là, de peur d'être découvert par quelques-uns des vaisseaux de l'ennemi. Je fis part à l'empereur d'un projet que j'avais formé pour me rendre maître de toute la flotte des ennemis. Je m'en allais secrètement vers la côte et me couchant derrière une colline, je tirai ma lunette et vis la flotte de l'ennemi, composée de 50 vaisseaux de guerre et d'un grand nombre de vaisseaux de transport. M'étant ensuite retiré, je donnai ordre de fabriquer une grande quantité de câbles, les plus forts qu'on pourrait, avec des barres de fer. Je triplai le câble pour le rendre encore plus fort, et pour la même raison, je tortillai ensemble 3 des barres de fer et attachai à chacune un crochet. Je retournai à la côte et mettant bas mon juste corps, mes souliers, puis j'entrai dans la mer. Je marchai d'abord dans l'eau avec toute la vitesse que je pus, et ensuite je nageai au milieu jusqu'à ce que j'eusse trouvé pied. J'arrivai à la flotte en moins d'une demi-heure.
Les ennemis furent si frappés à mon aspect qu'ils sautèrent tous hors de leur vaisseau et s'enfouirent à terre. Je pris alors mes câbles et attachant un crochet au trou de la proue de chaque vaisseau, je passai mes câbles dans les crochets. Je tirai aisément les plus gros vaisseaux et les entraînai avec moi. Les Blefuscudiens, qui n'avaient point d'idée de ce que je projetais, furent également surpris et confus. Mais quand ils me virent entraîner toute la flotte à la fois, ils jetèrent des cris de rage et de désespoir. L'empereur et toute sa cour étaient sur le bord de la mer, attendant le succès de mon entreprise. Ils voyaient de loin avancer une flotte sous la forme d'un grand croissant. Mais comme j'étais dans l'eau jusqu'au cou, ils ne s'apercevaient pas que c'était moi qui la conduisais vers eux. L'empereur crut donc j'avais péri et que la flotte de l'ennemi s'approchait pour faire une descente. Mais ces craintes furent bientôt dissipées, car ayant pris pied, on me vit à la tête de tous les vaisseaux, et on m'entendit crier d'une voix forte : « Vive le très puissant empereur de Lilliput !» Ce prince, à mon arrivée, me donna des louanges infinies, et sur le champ, me fit nommer Nardak, ce qui est le plus beau titre d'honneur parmi eux. Sa Majesté me pria de prendre des mesures pour amener dans ses ports les autres vaisseaux de l'ennemi. L'ambition de ce prince ne lui faisait prétendre rien moins que de se rendre maître de tout l'empire de Blefuscu, de le réduire en province de son empire et le faire gouverner par un vice-roi. Mais je tâchais de le détourner de ce dessein par plusieurs raisonnements fondés sur la politique et la justice. Et je protestais hautement que je ne serais jamais l'instrument dont il se servirait pour opprimer la liberté d'un peuple libre, noble et courageux. Cette déclaration était si opposée au projet de Sa Majesté impériale qu'il ne put me le pardonner. Environ 3 semaines après mon expédition éclatante, il arriva une ambassade solennelle de Blefuscu avec des propositions de paix. Le traité fut bientôt conclu à des conditions très avantageuses pour l'empereur. Après la conclusion du traité, leurs excellences étant averties secrètement des bons offices que j'avais rendus à leur nation, par la manière dont j'avais parlé à l'empereur, me rendirent une visite en cérémonie. Ils m'invitèrent au nom de leur maître à passer dans son royaume. Je les remerciai et les priai de me faire l'honneur de présenter mes très humbles respects à Sa Majesté. Je promis de me rendre auprès de sa personne royale avant que de retourner dans mon pays. Peu de jours après, je demandai à l'empereur la permission de faire mes compliments au grand roi de Blefuscu. Il me répondit froidement qu'il le voulait bien. J'eus l'occasion de rendre à Sa Majesté impériale un service très signalé. Je fus un jour réveillé sur le minuit par les cris d'une foule de peuple assemblé à la porte de mon hôtel. Certaines personnes de la cour de l'empereur, s'ouvrant un passage à travers la foule, me prièrent de venir incessamment au palais,
où l'appartement de l'impératrice était en feu. Je me levai à l'instant et me transportai au palais, où j'eus le bonheur d'éteindre le feu. J'ignorais si l'empereur me saurait gré du service que je venais de lui rendre, car par les lois fondamentales de l'Empire, c'était un crime capital et digne de mort de faire de l'eau dans le palais impérial. Le conseil s'assembla et je fus condamné à avoir les yeux crevés. Enfin, je pris une résolution. Ayant eu ci-devant la permission de Sa Majesté impériale de me rendre au pays de Blufuchu, je m'avançai vers la côte de l'île où était la flotte. Je me saisis d'un grand vaisseau de guerre, j'attachai un câble à la proue, et levant les ancres, je me déshabillai, mis mon habit avec ma couverture que j'avais apportée sous mon bras sur le vaisseau, puis, le tirant après moi, tantôt guéant, tantôt nageant, j'arrivai au port royal de Blufuchu, où le peuple m'avait attendu longtemps. On m'y fournit 2 guides pour me conduire à la capitale qui porte le même nom. Je les tins dans mes mains jusqu'à ce que je fusse arrivé à 100 toises de la porte de la ville, et je les priai de donner avis de mon arrivée et de faire savoir que j'attendais les ordres de Sa Majesté. Je reçus réponse que Sa Majesté, avec toute la maison royale, venait pour me recevoir. Je m'avançai 50 toises, le roi et sa suite descendirent de leurs chevaux, et je n'aperçus pas qu'ils eussent peur de moi. Je dis à Sa Majesté que j'étais venu suivant ma promesse, et avec la permission de l'empereur, mon maître, mais sans parler de ma disgrâce. 3 jours après mon arrivée, me promenant par curiosité vers la côte de l'île qui regarde le nord-est, je découvris, à 1 demi-lieue de distance dans la mer, quelque chose qui me sembla être un bateau renversé. Je tirai mes souliers et allant dans l'eau, je vis que l'objet s'approchait et je connus alors que c'était une chaloupe. Je fis 10 jours à faire entrer ma chaloupe dans le port. Je dis au roi que ma bonne fortune m'avait fait rencontrer ce vaisseau pour me transporter à quelque autre endroit, d'où je pourrais retourner dans mon pays natal, et je priai Sa Majesté de vouloir bien donner ses ordres pour mettre ce vaisseau en état de me servir. Au bout d'environ 1 mois, quand tout fut prêt, j'allai pour recevoir les ordres de Sa Majesté et prendre congé d'elle. Je chargeai sur ma chaloupe 100 bœufs et 300 moutons, avec du pain et de la boisson à proportion. Je pris avec moi 6 vaches et 2 taureaux vivants, et un même nombre de brebis et de béliers, ayant dessein de les apporter à mon pays pour en multiplier l'espèce. Ainsi préparé, je mis à la voile. À environ 80 lieues, je découvris un navire. Je mis toutes mes voiles et au bout d'1 demi-heure, le navire m'ayant aperçu, arbora son pavillon. Le navire cargua ses voiles et je le rejoignis. J'étais transporté de joie de voir le pavillon d'Angleterre.
je rencontrai un de mes anciens camarades, nommé Pierre Williams, qui parla de moi en bien au capitaine. Ce galant homme me fit un très bon accueil et me pria de lui apprendre d'où je venais et où j'allais. Ce que je fis en peu de mots, mais il crut que la fatigue et les périls que j'avais courus m'avaient fait tourner la tête. Sur quoi, je tirai mes vaches et mes moutons de ma poche, ce qui les jeta dans un grand étonnement, en lui faisant voir la vérité de ce que je venais lui raconter. Pendant le peu de temps que je restais en Angleterre, je fis un profit considérable en montrant mes petits animaux à plusieurs gens de qualité, et avant que je commençasse mon second voyage, je les vendis. Je ne restai que 2 mois avec ma femme et ma famille. La passion insatiable de voir les pays étrangers ne me permit pas d'être plus longtemps sédentaire. Je laissai 1500 livres sterling à ma femme et je portais le reste de ma fortune avec moi, partie en argent et partie en marchandises, dans la vue d'augmenter mes fonds. Je dis adieu à ma femme, à mon fils et à ma fille. Et malgré beaucoup de larmes qu'on me versa, je montai courageusement sur l'aventure, vaisseau commandé par le capitaine Jean-Nicolas de Liverpool. Nous mîmes à la voile et notre voyage fut heureux jusqu'au détroit de Madagascar. Mais étant arrivés au nord de cette île, nous fûmes poussés à l'orient des îles Moluques. Le 16 juin 1703, un matelot découvrit une grande île ou un continent. Nous jetâmes l'ancre à une lieue de cette île. Notre capitaine envoya 12 hommes de son équipage, bien armés dans la chaloupe, avec des vases pour l'eau, si l'on en pouvait trouver. Je lui demandai la permission d'aller avec eux. Quand nous fûmes à terre, on ne vîmes ni rivière, ni fontaine, ni aucun vestige d'habitants, ce qui obligea nos gens à côtoyer le rivage pour chercher de l'eau fraîche proche de la mer. Pour moi, je me promenais seul. Je ne remarquais qu'un pays stérile. Je commençai à me lasser et je m'en retournai doucement lorsque je vis nos hommes sur la chaloupe qui semblaient s'efforcer à grands coups de rame de sauver leur vie. Et je remarquai en même temps qu'ils étaient poursuivis par un homme d'une grandeur prodigieuse. Quoiqu'il fût entré dans la mer, il n'avait de l'eau que jusqu'aux genoux et faisait des enjambées étonnantes. Mais nos gens avaient pris le devant d'une demi-lieue. Le grand homme ne put atteindre la chaloupe. Pour moi, je me mis à fuir aussi vite que je pus. Je marchai pendant 1 heure et j'arrivai à l'extrémité d'un champ enclos d'une haie haute. Pour les arbres, ils étaient si grands qu'il me fut impossible d'en estimer la hauteur. Je tâchais de trouver quelque ouverture dans la haie quand je découvris un des habitants dans le champ voisin, de la même taille que celui que j'avais vu dans la mer poursuivant notre chaloupe. Il me parut aussi haut qu'un clocher d'église. Je fus frappé d'une frayeur extrême et je courus me cacher dans le blé, d'où je le vis arrêté à une ouverture de la haie, jetant les yeux çà et là, et appelant d'une voix plus grosse et plus retentissante que si elle fût sortie d'un porte-voix. Aussitôt, 7 hommes de sa taille s'avancèrent vers lui, chacun une faucille à la main. Selon les ordres qu'il leur donna,
ils allèrent pour couper le blé dans le champ où j'étais couché. Un des moissonneurs, s'approchant à 5 toises du sillon où j'étais couché, me fit craindre qu'en faisant encore un pas, je ne fusse écrasé sous son pied ou coupé en deux par sa faucille. C'est pourquoi, le voyant près de lever le pied et d'avancer, je me mis à jeter des cris pitoyables et aussi forts que la frayeur dont j'étais saisi. Aussitôt, le géant s'arrêta et regardant autour et au-dessous de lui avec attention, il m'aperçut enfin. Il me considéra quelque temps avec la circonspection d'un homme qui tâche d'attraper un petit animal dangereux. Enfin, il eut la hardiesse de me prendre par les 2 fesses et de me lever à 1 toise et demie de ses yeux, afin d'observer ma figure plus exactement. Je devinai son intention, et je résolus de ne faire aucune résistance, quoiqu'il me serrât très cruellement les fesses. Tout ce que j'osai faire fut de lever mes yeux vers le ciel et de mettre mes mains dans la posture d'un suppliant, et de dire quelques mots d'un accent très humble et très triste, car je craignais à chaque instant qu'il ne voulût m'écraser. Je lui faisais entendre autant que je pouvais combien elle me faisait de mal par son pouce et par son doigt. Il me parut qu'il comprenait la douleur que je ressentais, car levant un pan de son juste corps, il me mit doucement dedans. Et aussitôt, il courut vers son maître. Le laboureur prit un petit brin de paille, environ de la grosseur d'une canne dont nous nous appuyions en marchant, et avec ce brin leva les pans de mon juste corps, qu'il me parut prendre pour une espèce de couverture que la nature m'avait donnée. Il souffla mes cheveux pour mieux voir mon visage. Ensuite, il me plaça doucement à terre sur les 4 pattes. Mais je me levai aussitôt et marchai gravement, allant et venant pour faire voir que je n'avais pas envie de m'enfuir. Le laboureur fut alors persuadé qu'il fallait que je fusse une petite créature raisonnable. Il renvoya ses gens à leur travail et tirant son mouchoir de sa poche, il le plia en 2 et l'étendit à terre, me faisant signe d'entrer dedans, ce que je pus faire aisément. Il m'emporta chez lui, et là, il appela sa femme et me montra à elle. Mais elle jeta des cris effroyables et recula. Cependant, lorsqu'au bout de quelque temps elle vit toutes mes manières et comment j'observais les signes que faisait son mari, elle commença à m'aimer très tendrement. Il était environ l'heure de midi, et alors qu'un domestique servit le dîner, le laboureur, sa femme, 3 enfants et une vieille grand-mère composaient la compagnie. Lorsqu'ils furent assis, le fermier me plaça à quelque distance de lui sur la table. La femme coupa un morceau de viande. Ensuite, elle me donna des petits bouts de pain sur une assiette de bois qu'elle plaça devant moi. Je lui fis une révérence et tirant mon couteau et ma fourchette, je me mis à manger, ce qui leur donna un très grand plaisir. Sur la fin du dîner, la nourrice entra, portant entre ses bras un enfant de l'âge d'1 an, qui aussitôt qu'il m'aperçut, poussa des cris. L'enfant, me regardant comme une poupée, criait afin de m'avoir. La mère m'éleva et me donna à l'enfant, qui se saisit bientôt de moi et mit ma tête dans sa bouche, où je commençai à hurler si horriblement que l'enfant, effrayé, me laissa tomber. Je me serais infailliblement cassé la tête si la mère n'avait pas tenu son tablier sous moi.
J'étais bien fatiguée et j'avais une grande envie de dormir. Ma maîtresse me mit dans son lit et me couvrit avec son mouchoir. 2 rats grimpèrent le long des rideaux et se mirent à courir sur le lit. L'un approcha de mon visage, sur quoi je me levai tout effrayée et mis le sabre à la main pour me défendre. Ces animaux horribles eurent l'insolence de m'attaquer des 2 côtés. Mais je fendis le ventre à l'un et l'autre s'enfuit. Quand la maîtresse entra dans la chambre, et me voyant tout couvert de sang, elle accourut et me prit dans sa main. Je lui montrai avec mon doigt le rat mort, en souriant et en faisant d'autres signes, pour lui faire comprendre que je n'étais pas blessée, ce qui lui donna de la joie. Je fus présentée à la reine. Sa Majesté et sa suite furent extrêmement divertis de mes manières. Elle me demanda si je serais bien aise de vivre à la cour. Je répondis humblement que j'étais l'esclave de mon maître, mais que s'il ne dépendait que de moi, je serais charmée de consacrer ma vie au service de Sa Majesté. Elle demanda ensuite à mon maître s'il voulait me vendre. Il fut ravi de la proposition et fixa le prix de ma vente à 1000 pièces d'or, qu'on lui compta sur le champ. Je dis alors à la reine que puisque j'étais devenue un humble esclave de Sa Majesté, je lui demandais la grâce que Glum d'Akit, qui avait toujours eu pour moi tant d'attention, d'amitié et de soins, fût admise à l'honneur de son service et continua d'être ma gouvernante. Sa Majesté y consentit. La reine donna un ordre à son ébéniste de faire une boîte qui pût me servir de chambre à coucher, suivant le modèle que je lui avais donné. Cet homme me fit, en 3 semaines, une chambre de bois de 16 pieds en carré et de 12 de haut, avec des fenêtres et une porte et 2 cabinets. La reine, qui m'entretenait souvent de mes voyages sur mer, cherchait toutes les occasions de me divertir. Elle me demanda un jour si j'avais l'adresse de manier une voile et une rame, et si un peu d'exercice de ce genre ne serait pas convenable à ma santé. Sa Majesté me dit que si je voulais, son menuisier me ferait une petite barque et qu'elle me trouverait un endroit où je pourrais naviguer. Le menuisier, suivant mes instructions, dans l'espace de 10 jours, me construisit ainsi un petit navire avec tous ses cordages. Quand il fut achevé, la reine donna ordre au menuisier de faire une auge de bois longue de 300 pieds, large de 50 et profonde de 8, qui fut posée sur le plancher, le long de la muraille, dans une salle extérieure du palais. Dans cet exercice, il m'arriva une fois un accident qui pensa me coûter la vie. Un des domestiques, dont la fonction était de remplir mon auge d'eau fraîche, fut si négligent qu'il laissa échapper de son seau une grenouille très grosse sans l'apercevoir. La grenouille se tint cachée jusqu'à ce que je fusse dans mon navire. Alors, voyant un endroit pour se reposer, elle y grimpa et le fit tellement pencher que je me trouvai obligée de faire contrepoids de l'autre côté pour empêcher le navire de s'enfoncer. Mais je l'obligeai à coups de rame de sauter dehors. Il y avait 2 ans que j'étais dans ce pays, et au commencement de la 3e année, ma gouvernante et moi étions à la suite du roi, dans un voyage qu'il faisait. J'étais portée à mon ordinaire dans ma boîte de voyage. On avait, par mon ordre, attaché un brancard avec des cordons de soie aux 4 coins du haut de la boîte, afin que je sentisse moins les secousses du cheval sur lequel un domestique me portait devant lui.
Quand nous fûmes arrivés au terme de notre voyage, le roi jugea à propos de passer quelques jours à une maison de plaisance qu'il avait près de la mer. J'eus envie de voir l'océan, et je fis semblant d'être malade pour demander la liberté de prendre l'air de la mer avec un page avec qui j'avais été confié parfois. Le page me porta donc dans ma boîte et me mena vers les rochers, sur le rivage de la mer. Je lui dis alors de me mettre à terre, et levant le châssis d'une de mes fenêtres, je me mis à regarder la mer d'un œil triste. Je dis ensuite au page que j'avais envie de dormir un peu dans mon brancard et que cela me soulagerait. Le page ferma bien la fenêtre de peur que je n'eusse froid. Je m'endormis bientôt. Tout ce que je puis conjecturer, c'est que pendant que je dormais, je me trouvais soudainement éveillé par une secousse violente donnée à ma boîte. Je regardai à travers ma fenêtre et je ne vis que des nuages. J'entendais un bruit horrible au-dessus de ma tête, ressemblant à un battement d'ailes. Alors je commençai à connaître le dangereux état où je me trouvais et à soupçonner qu'un aigle avait pris le cordon de ma boîte en son bec dans le dessein de me laisser tomber sur quelque rocher et d'en tirer mon corps pour le dévorer. Au bout de quelque temps, je remarquai que le bruit et le battement d'ailes s'augmentaient beaucoup. J'entendis plusieurs coups violents qu'on donnait à l'aigle, et puis, tout à coup, je me sentis tomber perpendiculairement pendant plus d'une minute, mais à une vitesse incroyable. Ma chute fut terminée par une secousse terrible, après quoi je fus dans les ténèbres pendant une autre minute. Et alors ma boîte commença à s'élever de manière que je puis voir le jour par le haut de mes fenêtres. Je connus alors que j'étais tombé dans la mer et que ma boîte flottait. Dans cette déplorable situation, j'entendis ou je crus entendre du bruit à côté de ma boîte. Et bientôt, après, je commençai à m'imaginer qu'elle s'était tirée et en quelque façon remorquée. Car de temps en temps, je sentais une sorte d'effort qui faisait monter les ordres jusqu'au haut de mes fenêtres. J'attachai mon mouchoir à un bâton que j'avais et le haussant par l'ouverture, je l'agitais dans l'air afin que quelques barques ou quelques vaisseaux proches puissent me remarquer. Au bout d'une heure, je sentis qu'elle heurtait quelque chose de très dur. Je craignis d'abord que ce ne fût un rocher et j'en fus très alarmé. J'entendis alors distinctement du bruit sur le toit de ma boîte, comme celui d'un câble. Ensuite, je me trouvais haussé peu à peu, au moins de 3 pieds plus haut que je n'étais auparavant. Sur quoi, je levai encore mon bâton et mon mouchoir, criant au secours. Pour réponse, j'entendis de grandes acclamations qui me donnèrent des transports de joie qui ne peuvent être conçus que par ceux qui le sentent. En même temps, j'entendis marcher sur le toit et quelqu'un appelant par l'ouverture et criant en anglais. « Y a-t-il quelqu'un » Je répondis « Hélas, oui, je suis un pauvre Anglais, réduit par la fortune à la plus grande calamité. Délivrez-moi de ce cachot. » La voix me répondit « Rassurez-vous, vous n'avez rien à craindre. Votre boîte est attachée au vaisseau et le charpentier va venir pour faire un trou dans le toit et vous tirer dehors. » Le charpentier vint et il fit un trou en haut de ma boîte, large de 3 pieds, et me présenta une petite échelle sur laquelle je montais. J'entrai dans le vaisseau dans un état très faible. Notre voyage fut très heureux, mais j'en épargnai le journal ennuyeux au lecteur.
je ne sortis pas du vaisseau que nous fussions arrivés aux dunes, environ 9 mois après ma délivrance. J'offris de laisser mes meubles en paiement de mon passage, mais le capitaine protesta qu'il ne voulait rien recevoir. Nous nous dîmes adieu très affectueusement et je lui fis promettre de me venir voir à Redriff. Quand je me rendis à ma maison, que j'eus de la peine à reconnaître, un des domestiques ouvrant la porte, je me baissai pour entrer, de crainte de me blesser la tête. Cette porte me semblait un guichet. Ma femme se baissa pour m'embrasser, mais je courbai plus bas que ses genoux, songeant qu'elle ne pourrait autrement m'atteindre. Ma fille se mit à mes genoux pour me demander ma bénédiction, mais je ne pus la distinguer que lorsqu'elle fut levée. Ayant été depuis si longtemps accoutumée à me tenir debout, avec ma tête et mes yeux levés en haut. Je regardais tous mes domestiques et 1 ou 2 amis qui se trouvèrent dans la maison, comme s'ils avaient été des pygmées et moi un géant. Je dis à ma femme qu'elle avait été trop frugale, car elle s'était réduite elle-même et sa fille à presque rien. En un mot, je me conduisis d'une manière si étrange qu'ils furent tous de l'avis du capitaine quand il me vit d'abord et conclurent que j'avais perdu l'esprit, surtout quand je racontais que dans un de mes voyages, je m'étais arrêté dans une île où les chevaux parlaient et où les hommes étaient privés de la parole et passaient leur vie à traîner les voitures.